Ah, merci, bonjour à toutes et à tous. J'aurais voulu être là avec vous à Grenoble, mais je vous parle de Milan. Je ne pourrais contribuer à la discussion à propos du problème d'un corpus de femmes révolutionnaires radicales sans évoquer le problème de la transmission de la tradition culturelle du néo-féminisme du XXe siècle, à laquelle j'appartiens et qui a été à l'origine des études modernes sur la présence des femmes dans la Révolution française. Il s'agit d'un matrimoine et je me hasarde à utiliser ce mot dans le sens que cette tradition radicale est née de l'échange horizontal des femmes et non pas par transmission verticale. Oui, on m'entend pas. Ah, j'ai entendu quelqu'un. Euh, Né de l'échange horizontal des femmes et non pas par transmission verticale du mémoire accepté d'une quantité fixe d'éléments. Cela veut dire aussi que sa construction reste ouverte et en cours. Et je vous proposerai des questions plutôt que des réponses aujourd'hui. La construction du mémoire nouvelle a été entamée à niveau international depuis les années 1970, mais je dirais aussi que la demande originaire de mémoire a été dès le début une caractéristique prégnante du mouvement des femmes. Cependant, ce matrimoine, il faut le dire, ne sédimente pas. Au contraire, il risque un engloutissement qui s'avère récurrent dans l'histoire des mouvements de femmes et donc de leurs expériences, modes d'expression et savoir. Ceux-ci sont soumis périodiquement à l'oubli générationnel, comme l'observait l'historienne de la Révolution Angela Groppi dans sa narration de l'histoire de la revue italienne d'histoire des femmes, Memoria, parue de 1981 à 1993. Actuellement, en Italie, on assiste tous les jours à l'inversion délibérée du signifié des mots d'ordre de cette tradition. L'idée que c'est la femme qui décide de son corps devient droit de ne pas avorter, droit d'être mère, etc. Le mot droit, si lié au combat révolutionnaire, est utilisé comme cynique justification de son inverse par, entre autres, des féministes converties, des girouettes, disons. Ces enjeux très réels entre présent et passé ramènent la réflexion à la question décisive des droits des femmes réclamés et déniés sous la Révolution, ou pour mieux dire, au problème de classifier les aspirations et l'agentivité des femmes devenues visibles, c'est-à-dire celles qui s'exprimèrent publiquement à cette époque par des actions et par l'écriture. Également, bien sûr, il s'agit d'évaluer la portée de l'échec subi, c'est-à-dire le bilan historique entre l'importance de la prise de parole sans précédent d'une part et de l'exclusion de l'espace public de l'autre. Je ne reviendrai pas sur l'historiographie sur ces grandes questions pour me focaliser au contraire uniquement sur les écrivains, les intellectuels de la période révolutionnaire. Donc, sur le côté de l'individuation et partage culturel d'un possible matrimoine d'auteurs, d'autrices, c'est-à-dire sur la définition d'un corpus. Cela comporte une sélection. Évidemment, il est bien légitime et très important de vouloir préserver de l'oubli et de la dispersion toutes les créations de femmes, par exemple en répertoriant les sources de l'histoire du genre de cette période. Pour moi, les choix différents des femmes, leur ralliement politique et culturel sont autant intéressants, d'autant plus qu'ils peuvent se manifester de façon gender spécifique, si je peux utiliser un concept anglophone. Si nous parlons d'un corpus des intellectuels révolutionnaires, nous parlons donc du problème de définir le radicalisme chez les femmes de cette époque. En France, bien sûr, mais aussi parmi les sympathisantes républicains d'Angleterre, Italie ou Allemagne. Récemment, j'ai pris part à deux projets différents.
Le premier est Radical Translations, The Transfer of Revolutionary Culture Between Britain, France and Italy, 1789-1815, basé au King's College London, où notre équipe, dirigée par la collègue Sania Perovic, a créé ex novo une base de données bibliographiques et prosopographiques en anglais. Le second projet en cours est la rédaction d'un manuel anthologique en italien sur la philosophie des autrices, des Lumières et de la Révolution, intitulé Lumière d'un autre genre, où j'ai été invitée pour le chapitre sur Marie-Armand Gacon-Dufour, qu'on a évoqué ce matin, dans le cadre d'une sélection de noms représentatifs qui était déjà faite par le directeur du volume, le collègue Marco Menin de l'Université de Turin. Pour ce volume, le critère est finalement de laisser entre parenthèses ou de contourner le problème politique par une périodisation longue des Lumières englobant la Révolution et organisée par thèmes transversaux. On y trouve, pour être clair, Madame de Genlis à côté de Mary Wollstonecraft. Bien sûr, depuis la réflexion pionnière de John Kelly sur la périodisation et le genre, on sait que cela est un sujet complexe, et pourtant, est-ce que le féminisme révolutionnaire peut être réduit à un effet des Lumières? Mais aussi, que sont les Lumières pour des femmes qui, à la fin du XVIIIe siècle, se proposent comme leur meilleure représentante et gardienne, ainsi que la rationaliste Mary Wollstonecraft ou Marie-Armand Gacon-Dufour, qui, en 1801, répond au projet de loi pour défendre, d'apprendre à lire aux femmes de son ami Sylvain Maréchal, écrit « Si les femmes ne se su lire, la superstition les maîtriserait encore, ainsi que leurs enfants. Leur père, retournant aux préjugés de l'enfance, ferait retentir les voûtes des temples qui seraient encore tous existants, d'anathème contre les philosophes et les fondateurs de la République. Ô Voltaire, Voltaire, que dirais-tu si tu voyais aujourd'hui le projet de loi ?» Mais Marie-Armande avait déjà défendu les Lumières en 87 contre le chevalier Feuché dans Mémoire pour le sexe féminin contre le sexe masculin, un ouvrage qui décédait Geneviève Fraisse en 1989 parce que Gacon, qui s'appelait Lumière à l'époque, le nom du premier mari qu'elle allait divorcer en 1793, restait dans son texte sur le plan moral comme Feuché, sans déplacer la polémique sur le plan politique. Le projet Radical Translations, où les autrices et traductrices représentent un peu moins d'un cinquième des noms connus, mais nous avons aussi plus de 205 ans anonymes, a utilisé un critère différent. Le premier critère d'inclusion dans la base de données était strictement politique, donc de ne sélectionner que les ouvrages de femmes ralliées, bien qu'avec les nuances les plus diverses, pour la Révolution, adoptant son lexique et continuant même après sous Napoléon. Rallié, j'ajoute, à son aspect fondamental de révolution non seulement politique, mais culturelle, sans oublier des causes générales comme l'abolitionnisme, que nous trouvons souvent chez les intellectuels radicaux britanniques. Dans certains cas, comme la traduction française de Art and Nature de Elizabeth Inchbald, une actrice et écrivain sympathisante de la Révolution, autant qu'on l'arrange parmi les jacobins anglais, la traductrice Isabelle de Charrière, qui traduisit l'ouvrage en 1797 avec Isabelle de Gélieu, ne représente peut-être pas un exemple d'enthousiasme pour les principes révolutionnaires. La valeur politique du texte source décide du choix. Cependant, il est important d'accorder au féminisme décliné historiquement au pluriel le statut de mouvement et de tradition politique et de pensée à part entière, donc de matrimoine à reconnaître et construire
sur la base d'un débat, en évitant bien sûr de créer une nouvelle galerie de femmes célèbres ou de fétiches charismatiques. Mon impression est qu'on est loin d'avoir trouvé l'unanimité sur le corpus à considérer pour l'époque révolutionnaire et napoléonienne. Bien qu'on en discute depuis le temps du bicentenaire, des travaux de Dominique Godineau, de Darlene Gay-Levy, de Geneviève Fraisse, John Lenz, et surtout de Elke et Hans Christian Harten, qui nous ont offert en 1989, un premier inventaire d'un riche corpus de culture révolutionnaire de femmes, y compris des chansons, des pièces théâtrales, des projets pour l'éducation de femmes dont on connaît parfois à peine le nom. L'introduction au volume montrait la difficulté de définir les critères de l'identité républicaine des femmes. Des mots clés comme nature et naturel, comme dans droit naturel, devenaient au moins ambigus en parlant de femmes. Des critères d'inclusion de noms et ouvrages dans la liste peuvent être la critique de la misogynie, bien sûr, mais surtout l'expression de l'idée que la condition et la conduite des femmes ne sont pas immuables et dictées par la nature. Dans les romans de Gacon Dufour, par exemple, il y a même des femmes méchantes, mais cela dépend de l'éducation reçue. Aussi important, c'est mon opinion, est la présence du sens d'une identité collective, ou pour les intellectuels d'appartenir à une famille d'autrices et textes interconnectés et non forcément d'ampleur uniquement nationale. On devine ce réseau d'engagement dans une campagne spontanée de pamphlets anonymes de femmes imprimés de mai à octobre 1797 dans la Vénétie avant le traité de Campo Formio. On en voit un exemple plus explicite dans le dictionnaire des Françaises et des étrangères naturalisées en France de Fortuné Briquet, publié en 1804 par cette très jeune femme qui appartenait à un réseau de relations. Ici, pour citer un aspect à interpréter, on trouve bien l'article sur Olympe de Gouges, mais sans aucune référence à son écrit aujourd'hui le plus célèbre, tandis que Briquet écrit à propos d'elle. À l'époque de la Révolution, en 1789, elle se jeta dans le tourbillon de la politique. Bientôt, l'enthousiasme de la liberté caractérisa ses écrits. Les sociétés populaires de femmes lui durent leur institution. Cela dit, la distinction entre féministes et non-féministes de la Révolution devient subtile si l'on accepte qu'une prise de parole pourrait ne correspondre pas à l'idée moderne de la revendication de droits, par exemple par rapport au droit de vote, ou encore à une image de défiance militante et de revendication de diversité. Ce jugement a posteriori conduisait certains historiennes à diviser les intellectuels de l'époque entre féministes radicales et féministes modérées. Ces positionnements peuvent même apparaître en contrepoint avec la position politique générale d'une femme. Le cas extrême qui vient à l'esprit est celui de Louise de Keraglio, journaliste révolutionnaire, mais déjà historienne politique de Rennes en 1786, qui a été qualifiée d'antiféministe par certains historiennes. Mais nous parlons d'une histoire qui n'est pas linéaire, où le signifié des mots et les langages changent. Pour l'époque révolutionnaire et napoléonienne qui nous intéresse en tant qu'historien, on pourrait peut-être considérer comme radicale toute prise de parole de femmes qui se font sujet autre. Woman writing as a woman, comme l'écrivait Nancy Miller dans Subject to Change en 1988, et surtout qui tendent consciemment à faire devenir les membres de leur public féminin des sujets de choix autonomes, ce qu'aujourd'hui on appellerait, j'utilise encore un mot anglais, empowerment. On peut évoquer la revendication du droit de résistance à l'oppression pour les femmes dans le discours sur l'esclavage des femmes tenu à Mantoue
à la Société d'instruction publique en juin 1797 par la patriote italienne Carolina Lattanzi. Ou citer de nouveau le cas de Marie-Armande Gacon pour ses romans, ses manuels et ses articles promouvant l'initiative économique et entrepreneuriale des femmes et basés sur ses propres expérimentations. Mais aussi sa défense de 1793 en 1801, dont la femme grenadier qu'Olivier Ritz a évoquée, donc par l'histoire d'une femme soldat. Les réactions aux ouvrages, c'est-à-dire l'épitexte, peut nous aider. S'il y a des contemporains qui attaquent de façon misogyne les autrices pour des écrits qui nous considérerons au premier abord assez inoffensifs, comme dans le cas de la colère institutionnelle des journaux comme le Journal de l'Empire 1807 contre les travaux d'histoire des femmes de Gacon, basés sur les archives privées du marquis de Brunoy, il faudra évidemment relire ces ouvrages. On y trouvera des idées antireligieuses, explicites, qui étaient inhabituelles pour une autrice, mais qui sont présentes chez des patriotes italiennes aussi, affirmant que toutes les religions sont des causes de souffrance pour les femmes en particulier. Enfin, s'il y a une reconnaissance réciproque entre femmes contemporaines, ainsi que par exemple dans le cercle de Helen Maria Williams, il faudra la prendre au sérieux. La collaboration avec les littéraires dans Radical Translations m'a fait mieux comprendre que tout texte renvoie potentiellement à un corpus, ainsi que tout auteur, femme ou homme, a un réseau, vaste ou limité qu'il soit. C'est pour cela qu'il ne serait pas suffisant de penser le corpus des femmes radicales de l'époque révolutionnaire et post-révolutionnaire comme une somme de textes uniques et de figures considérées de façon isolée. Je vous remercie. Voilà, comme ce matin, nous allons faire une petite pause pour des questions, ouvrir un débat, pour des remarques, des éclaircissements, des questions, après ces deux premières interventions. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole ou si il y a une question à poser à Erika ou à Jean-Loup. Oui ? Une observation sur le monument des trois ordres. Il a 4 faces. 3 ordres, 4 faces. Liberté, égalité, fraternité et justice. Juste, c'est un petit élément qui est atypique. La devise républicaine, c'est adjoint la justice à ce moment-là. Je ne sais pas d'où ça vient au moment de l'histoire, et donc si Kessler avait des éléments dans les archives qui permettent d'éclairer ça, qu'est-ce qui fait que dingue, est-ce que dingue est devenu dingue? Ça marche, ouais. Sur la question de La Fontaine, je pense qu'on peut en dire encore beaucoup parce qu'il y a des archives spécifiques au projet qui sont sous la cote 1M, etc., dans les archives municipales. Mais il y a aussi certaines archives en fait matérielles que moi j'ai pas pu consulter, qui sont à l'école des Beaux-Arts, qui est actuellement en rénovation, et dans les sous-sols, il y a l'ensemble des statues réalisées par Dinge, ce qui fait que j'ai pas pu conclure sur un élément qui est le fait de savoir, il y avait des alternatives au monument actuel et des projets d'ébauche. Donc comment, peut-être que ces alternatives permettraient de comprendre comment arriver à cette 4e phase,
Quels étaient les autres projets? Il y avait l'idée d'ailleurs que le monument aurait pu être mis sur la place Victor Hugo à un moment donné. Bon, je pense que quand l'école des Beaux-Arts sera plus en travaux, il faudra aller faire un tour dans les sous-sols pour voir les statues. Merci à vous pour la question. Est-ce qu'il y a... Ah aussi, ça peut avoir... la justice peut avoir un rapport avec le patrimoine. Si. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous Pardon? Oui. Moi, la question que je me pose, c'est par rapport comme tu dis, sur les locations aux herbières de commun. Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas sur quelle source appuyer pour dire ça. Parce que dans toutes les reconnaissances qu'il y a, c'est à des particuliers. C'est un lot de terrain, et même sur les cartes littérales, moi, je ne me souviens pas avoir vu de notion de commun. Ou alors que... Parce qu'il y avait des endroits, effectivement, qui étaient non cultivés encore, même au XVIIIe. Mais ceux-là, ils n'étaient pas... Parce que le Drac inondait régulièrement, il emportait... D'abord, une question de Claude, c'est toujours une question, on fait attention, parce que Claude Duzy, qui est un érudit local qui connaît très bien les archives de Grenoble et avec qui on discute beaucoup sur ces travaux. Il y a une archive, il y a un document des archives municipales où il est question justement de la manière dont la commune a agi avec ces terrains, qui en fait étaient ce qu'on appelait aussi les relaissés du Drac. C'est-à-dire qu'à la fin du XVe siècle, comme on a déplacé le cours du Drac de environ l'actuel cours Jean Jaurès pour le mettre sur les contreforts de la montagne, il y a eu tout un ensemble de terrains qui ont été laissés libres. Et c'est dans l'archive relative à la gestion de ces terrains qu'on explique que ces terrains seront mis en location. Et on donne même le montant, alors c'est un montant qui n'est pas celui de la fin du XVIIIe siècle, et qui est un montant assez faible pour l'époque. Par ailleurs, il n'y a pas que de la location. Là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il n'y a pas que de la location. Il y a aussi tout simplement des pratiques d'usage, comme laisser vaquer les troupeaux dans des parties boisées à proximité de l'Isère, en défendant ces parties boisées, en expliquant qu'elles protègent des inondations et qu'elles sont donc très importantes, pas seulement pour laisser vaquer les troupeaux, alors même qu'à l'époque, il y a une volonté de les exploiter pour fournir des grumes, pour construire, alors, pas forcément des bateaux, mais simplement les échafaudages pour le bâtiment ou des choses comme ça. Donc c'est de là que je tiens cette affaire de location. Et dans le même temps, c'est difficile de parler de communaux parce qu'à certains moments, la monarchie veut faire l'inventaire des communaux et j'ai l'impression que la commune triche sur les biens qui lui appartiennent véritablement, parce que ça l'embête plus ou moins, cette espèce de secteur qu'elle a en gestion, qui lui appartient, mais en même temps qui est exploité par d'autres, etc. Voilà. Mais dans les archives municipales, et je pourrais te donner la cote plus particulièrement sur cette affaire de location. Oui, je voudrais poser une question à Erika Manucci, si elle m'entend. D'abord dire que je suis très heureux de l'entendre enfin, moi, parce que au départ, j'ai découvert Gacon Dufour un peu par hasard, parce que ce roman, La femme grenadier, m'intéressait. Et c'est vraiment grâce à vos travaux que j'ai vu à quel point c'était riche de s'intéresser à elle. Et c'est une grande découverte qui compte beaucoup. Alors la question, c'est comment, en lien avec votre conclusion, vous dites que tout auteur renvoie à un réseau, tout texte renvoie à un corpus. Et donc, je me demande, parce que c'est aussi un problème que je rencontre, qu'est-ce qu'on fait des hommes dans ce cas-là, dans les corpus de femmes révolutionnaires radicales? Pour le cas de Gacon Dufour, on a une question centrale qui est qu'est-ce qu'on fait de Sylvain Maréchal? Quelle place on lui donne? Comment on en parle? Mais ça fonctionne pour d'autres aussi. Quand vous évoquez les traductions, le corpus des traductions radicales, la défense des droits de la femme de Mary Wollstonecraft, elle est très probablement traduite par Félicité Brissot et peut-être par Brissot lui-même. Peut-être que Marie et femme ont travaillé ensemble à cette traduction.
C'est ce que dit en tout cas Isabelle Bourg. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut travailler à la constitution de ce corpus féminin en considérant les textes comme le résultat d'entreprises collectives et à ce moment-là, quelle place on peut en tout cas faire aux acteurs masculins de ces processus? Oui. Et il n'y a pas une réponse générale, je crois, mais c'est vrai que, en particulier, ce cercle de Gacon Dufour, Maréchal, mais qui comprend aussi d'autres auteurs, et un réseau. Donc, il y a un aspect de collectivité, de renvoi réciproque. Et on ne peut pas séparer de façon artificielle, disons, les ouvrages de femmes et d'hommes d'un certain point de vue, même s'il faut reconnaître les spécificités. Mais je ne crois pas qu'il y a une réponse unique à ce problème qui est important, bien sûr, très fondamental. Moi, je voudrais, si c'est possible, aussi poser une question à Erika. La question est la suivante. Tu as parlé, et je l'évoquerai en conclusion, mais ça m'intéresse beaucoup. La question d'une typicité de la chronologie d'une histoire du genre par rapport à l'histoire, à la narrativité historique tout court. Et je crois que c'est un des points très 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 importants de la question du matrimoine d'ailleurs. Si on considère que dans la notion de matrimoine, que personne ne cherche à définir mais à interroger ici, il y a quand même une idée de passage, de transmission. Et ça veut dire temporalité. Donc la question que je te pose, Erika, c'est la suivante. Est-ce que par rapport à cette notion sur laquelle nous travaillons, que toi tu as abordée par rapport à une littérature radicale, où les femmes, parfois aidées des hommes, parfois traduites par les hommes, mais quand même, les femmes produisent leurs textes pour elles-mêmes, avec elles-mêmes. Est-ce que tu vois une rupture par rapport justement à la Révolution? Est-ce que par rapport à cette littérature radicale du XVIIIe siècle, dont tu es une spécialiste, tu vois une rupture avec le moment 1789-1791 qui va changer cette pratique littéraire ou d'auto-histoire ou de témoignage ou d'écriture féminine? Oui, oui, c'est ça. Je posais ce problème. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une continuité entre pensée des femmes des Lumières et pensée des femmes de la Révolution? Et je pense il y a des aspects de continuité, mais je pense que la rupture est plus importante. Donc, parce que je pense que le problème politique est fondamental. Donc, que si on donne plus d'importance à la continuité, on contourne le problème du partage politique qui a comporté un ralliement ou des ralliements au pluriel. Et je pense aussi un spécialiste de littérature pourrait aussi signaler des changements de genre. Par exemple, on voit un passage soudain du roman épistolaire à un autre genre de roman, par exemple. Et ce n'est pas seulement une question de genre littéraire ou de style. Ça a certainement, c'est un reflet de quelque chose. Donc oui, je suis plutôt pour la rupture que pour la continuité.